Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales de la TNT. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Dans ce journal, nous irons d'abord à Calais où cela fait un peu moins d'un mois qu'un prêtre et 2 militants ont entamé une grève de la faim pour protester contre les conditions de vie des migrants. WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, s'est rendue sur place où la colère des associations, vous le verrez, ne faiblit pas. Face à la flambée du prix de l'essence, chacun a sa méthode pour faire des économies. Vous le verrez, Quentin, qui a rencontré la chaîne TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a lui opté pour le covoiturage. Il vous l'explique dans ce JT dans un instant. Et puis dans ce journal, le trail, autrement dit, comment courir hors des sentiers battus, qui fait de plus en plus d'émules dans notre pays. Et LNTV Sarthe vous fera découvrir de nouvelles pistes en compagnie d'une championne du monde de la discipline tout à l'heure. Enfin, à la fin de cette édition, vous verrez les Chevaliers du Fiel qui ont ouvert en exclusivité pour les caméras de la Dépêche, nos confrères sur place, leur nouvelle salle de spectacle à Toulouse, tout juste rénovée. Je vous le disais dans les titres, voilà près d'un mois qu'un prêtre, Philippe de Mester, et 2 militants associatifs, Anaïs Vogel et Ludovic Aubin, ont entamé une grève de la faim à Calais. Ils demandent la fin des expulsions des migrants et des saisies d'affaires pendant l'hiver. Une grève à laquelle Didier Léchy, un médiateur du gouvernement envoyé sur place, a tenté de mettre fin en apportant de nouvelles propositions qu'il détaille au micro de Caroline Fechten de WEO, la chaîne de la Voix du Nord sur place. Ce qu'ils appellent le harcèlement, c'est justement le fait de ne pas prévenir les personnes en amont de l'opération de mise à l'abri. Voilà. Et donc, il faut justement prévenir les personnes. C'est pour ça que dans les propositions, il y a l'idée de mettre en place une maraude qui préviendra les personnes en amont, c'est-à-dire 24 heures ou 48 heures avant, qui dira ça va se passer à tel moment. Vous aurez 3/4 d'heure pour prendre vos affaires personnelles, y compris la tente, et puis vous serez orienté vers des hébergements. Voilà, et les propositions du médiateur du gouvernement n'ont pas du tout convaincu les associations. Écoutons-les. On parle de violation des droits humains et de harcèlement policier. Et tout ce qu'on nous propose, en fait, ce ne sont pas des mesures. En fait, ce qui est proposé par le gouvernement, ce n'est pas la fin des expulsions, la fin du harcèlement et la fin du traitement inhumain et dégradant pendant la trêve hivernale. En fait, c'est scandaleux. Aujourd'hui, le médiateur ne prend pas en compte les demandes, propose d'autres choses qui, par ailleurs, existent pour certaines déjà et qui sont inefficaces. Les personnes sont toujours là, elles sont toujours dans une grande précarité et dans une situation qui est indigne pour notre pays. Voilà, et puis tout à fait autre chose dans l'actualité. Depuis le 30 octobre a débuté dans les Vosges la marche du réveil. Ce sont des marcheurs que l'on voit sur ces images de Daniel Rogovitz et de Thierry Lasson de Vosges Télévisions. Ils se disent contre le pass sanitaire et les vaccins utilisés actuellement. Ils sont attendus le 14 novembre prochain sur le mont Valérien à Paris. Voilà, et dans ce journal, nous partons maintenant pour la Martinique où sont proposées des séances d'équi-coaching aux femmes guéries du cancer. Une méthode qui permet, dit-on, de reprendre confiance en soi après une telle épreuve. Des explications sur place de Diana François Eudoxie et de Caril Chassol pour VIA à TV Martinique. Guider au cheval sans communication verbale, un exercice complexe d'équi-coaching. Pourtant, après quelques essais infructueux, Priscilla et Manuela y parviennent. Ces 2 femmes, touchées par le cancer du sein, ressortent plus confiantes de cette expérience avec l'animal. Au début, j'étais un petit peu sous pression. Donc, ce qui fait que justement, l'animal était aussi un petit peu sous pression. Donc, je me suis un peu détendue. Et c'est vrai qu'après être passé, on a ce lâcher prise, on se sent détendu et on a même envie de recommencer, quoi. Quand je suis sortie du box, du moins de la carrière, il est passé sur le fil, il est venu me rejoindre. L'air de rien. Si un animal, surtout un cheval, s'il ne se sent pas en confiance, il ne va pas aller vers quelqu'un. Hein? Et la preuve, là, il reste super bien. C'est que tu as confiance. Le lâcher-prise et l'amélioration de la confiance en soi font partie des bienfaits de cet exercice. Le cheval ressent la personnalité de son interlocuteur et lui permet de se rendre compte des aspects à améliorer.
ça permet de prendre conscience de nous-mêmes, de l'impact de notre comportement. Et ça va leur permettre d'être un petit peu plus assertifs ou d'avoir plus d'écoute ou d'avoir plus de possibilités ou plus de facilité dans la gestion du stress qu'ils ont. Ça va leur procurer un mieux-être. Ça va les aider à avoir plus de confiance en elles-mêmes et à finir cette bataille qui demande beaucoup de soi-même. Ce type d'accompagnement est une première pour les membres des Amazones en Martinique. Une activité aux bienfaits physiques et mentaux durant et après le parcours de soins des femmes. Le fait de pouvoir faire découvrir cette activité aux femmes que nous accompagnons, notamment celles touchées par le cancer du sein, est une activité qui rentre complètement pour une reprise de confiance en soi quand on sort du parcours de soins. L'activité par le cheval permet un accompagnement pour travailler sur les émotions qui peuvent être parfois enfuies. Outre le cadre thérapeutique, l'équicoaching est parfois utilisé par les entreprises dans l'Hexagone en tant que test de personnalité dans le cadre de recrutement. Voilà, tout à fait autre chose dans l'actualité, mais vous l'avez vu dans les titres de ce journal, avec la flambée des prix de l'essence, il faut avoir recours au système D, alors quand certains se font installer un boîtier bioéthanol sur leur véhicule, ou limitent leur déplacement pour faire des économies, et bien d'autres optent pour le covoiturage. Comme Quentin, que Bénédicte Dohain de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Nouvelle-Aquitaine, a suivi pour nous. 7h20, Quentin part au travail et s'apprête à récupérer une passagère sur son trajet. Comme 1,5 million de Français, il a choisi Blablacar Daily pour ses trajets domicile-travail. Mon constat depuis que j'ai eu le permis, c'est qu'on fait tous le même trajet mais qu'on est tous tout seuls en voiture. Et avec cette application, ça permettait vraiment d'optimiser l'utilisation de la voiture. Quotidiennement, maintenant, je fais les trajets domicile-travail avec des passagers quotidiens ou différents, des nouveaux. Il y en a qui viennent juste pour une fois. Il y en a qui sont là pour une semaine, pour un mois, juste pour les vacances. Ça permet de rencontrer plein de gens. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es en avance là? Ouais, je suis... Et 40 quoi. Tu sais que tu serais là à 42 Je suis arrivé à 40. Ce trajet partagé fait économiser 1 heure de bus à cette passagère, un gain de temps mais surtout une source d'économie pour Quentin. En moyenne, un conducteur régulier économise entre 80 et 120 euros par mois grâce au covoiturage. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, typiquement, on a plus 64% de trajets effectués en covoiturage domicile-travail et aujourd'hui on a plus de 100 000 membres inscrits dans la région. Et on voit très clairement qu'il y a le changement d'habitude qui est lié à septembre, un moment où on remet en question ses habitudes, mais il y a aussi l'augmentation des prix de l'essence qui fait que plein de gens qui pensaient covoiturer, se disaient je vais m'y mettre, se mettent réellement à covoiturer dans cette période. Chaque jour, 900 000 Français optent pour le covoiturage. Le gouvernement espère atteindre les 3 millions de trajets quotidiens d'ici 2024. Voilà, nous restons en Gironde avec cette édition locale du magazine Le Point consacrée à Bordeaux avec ce titre un peu provocateur, vous allez le voir, faut-il quitter Bordeaux? Eh bien, c'est un dossier réalisé par Valérie Pfeiffer avec de nombreux articles sur la rançon du succès de Bordeaux, sur l'oxygène avec la revanche des petites villes, sur l'insécurité aussi qui énerve beaucoup les Bordelais, des rixes qui exaspèrent, sur l'immobilier aussi avec ce marché bordelais qui s'assagit. Enfin, un ouvrage magnifique qui reprend le flambeau de Gustave Eiffel, édition locale Bordeaux du Point. Puis on reste dans le sud-ouest avec Le Point toujours, qui consacre une édition à Montpellier, en Occitanie, avec ce titre « Montpellier, révolution dans l'assiette ». Alors là, on reste chez les épicuriens, avec bien sûr l'agriculture, les semeurs du futur, avec un sujet consommation, une interview de Nicolas Bricasse, que vous verrez dans cette édition, dossier réalisé par Audrey Emery et Valérie Pfeiffer, toujours, avec le volontarisme en vogue à Montpellier, un entretien avec le maire, Michel Delafosse. Enfin, à la carte, ce que vaut vraiment le nouveau Jardin des Sens à Montpellier. Voilà l'édition locale du Point, spéciale Montpellier. Voilà, et puis bientôt dans l'actualité, Noël, car dans un peu plus d'1 mois, le Père Noël lui-même viendra distribuer aux enfants sages ses joujoux par milliers.
Enfin, par milliers, ce n'est pas certain. Les professionnels du secteur craignent, crise sanitaire oblige, une pénurie de jouets. Alors, le plus célèbre des barbus aura-t-il quelque chose dans sa hotte? Réponse dans ce reportage à Toulouse, signé Léo Rébérol pour Via Occitanie. Playmobil, Lego, peluches ou bien encore figurines, ces jouets se retrouvent souvent au pied du sapin à Noël, mais cette année, une pénurie pourrait bien vous empêcher de les acheter. Alors certains préparent déjà l'achat de leurs cadeaux. J'ai commencé il y a 1 mois déjà, pour étaler les frais. Je commence tôt et comme ça aussi je ne suis pas au dernier moment dans les magasins blindés de monde. On s'y prend un petit peu à l'avance pour éviter de faire ça dans les embouteillages. On s'est fait avoir l'année dernière, donc justement là on essaye de s'y prendre maintenant pendant qu'il y a encore du choix. La crainte d'une pénurie liée au manque d'approvisionnement des matières premières et de composants électroniques plane au-dessus des distributeurs et des marques. La faute en partie à la baisse de la production dans les usines et au transport maritime international, tous deux perturbés par la crise sanitaire. Dans cette enseigne à Toulouse, on l'assure, il n'y aura pas de problème de stock. L'entreprise a anticipé et aujourd'hui a commandé les quantités nécessaires pour que nous puissions avoir un Noël en toute tranquillité. Aujourd'hui, on n'a pas de crainte, en tout cas de pénurie sur la partie jeux jouets. On commence à voir nos clients qui arrivent, effectivement, parce que déjà ils craignent une pénurie, mais aussi pour organiser et anticiper les choses. Mieux vaut être prudent et ne pas trop tarder pour acheter ses cadeaux. Voilà, toujours dans l'actualité, nous partons pour la Loire-Atlantique. Savez-vous ce que deviennent les vêtements et les chaussures que vous avez déposés, si vous habitez la région, dans l'un des 22 000 conteneurs du Relais? La société coopérative récolte pas moins de 150 000 tonnes par an de textiles. Alors comment sont-ils triés et recyclés? Pour le savoir, Anne Judic de Télé-Nantes s'est rendue dans un des entrepôts situés à Couéron. Regardez. Tout commence dans ces bennes. On en compte 1 millier dans le département. Aussi souvent que possible, les chauffeurs du Relais viennent les vider. Les sacs sont emportés ensuite direction Couéron. C'est ici que la marchandise est acheminée. Tous nos camions de collecte rentrent dans cette partie de notre entrepôt et puis ils viennent décharger leurs textiles dans des bacs, des grands bacs bleus qui alimentent notre centre de tri. Et l'excédent de collecte, il va partir dans les grosses cages grises qu'on voit derrière moi. Ce matin-là, 17 tonnes prendront la direction de la Somme. La Loire-Atlantique collecte plus de vêtements qu'elle ne peut en trier, alors elle en redispatche sur le territoire français. Il faut dire qu'il y a déjà beaucoup à faire ici pour les 18 salariés. Là, on a l'atelier chaussures et dans les sacs de chaussures, on va trouver de tout. On trouve des chaussures, on trouve des peluches, il y a des sacs à main et l'ensemble va être trié. Tout ce qui est en bon état va être ou mis dans nos boutiques Dingue-Fringue ou mis en réemploi. Et puis après, on a un peu de déchets de chaussures. Mais les déchets de chaussures vont partir pour fabriquer ce qu'on appelle un combustible solide de récupération. Donc même les déchets sont recyclés. Le plus gros du travail, c'est surtout avec le textile. Les sacs qui ont été collectés sont mis en bac pour alimenter la chaîne de tri. Et ici, on a ce qu'on appelle 3 craqueurs qui ouvrent les sacs et qui du coup vont envoyer sur le centre de tri tous les vêtements qui doivent arriver et qui vont être classés en catégories. Le tri, ce sont ces femmes qui l'effectuent. Alors le critère d'un vêtement qui va partir dans nos friperies Dingue-Fringue, il faut que le vêtement soit beau, propre, en bon état. Sur les relais en Afrique, on n'envoie que des vêtements qui sont légers, puisqu'on est sur des pays chauds. Et puis si jamais c'est un vêtement, un pull-over qui est bouloché, etc., personne de toute façon ne l'achètera. Et lui va partir en recyclage, puisqu'on va récupérer la fibre, il va être effiloché et il va refaire un fil pour refabriquer un vêtement. Ou ce qui se fait par exemple, l'Inde achète de la matière première, notamment pour fabriquer les tapis. Donc on a plein de destinations différentes. Et enfin, on a tous les vêtements en coton qui sont usés, qui vont être coupés en chiffon d'essuyage parce qu'ils sont utilisés par des industriels. 40% de la marchandise partira en Afrique. Des palettes compactées sont acheminées par cargo. Elles mettront 1 mois pour arriver à destination. Voilà, et puis dans ce journal, connaissez-vous l'agriculteur 2.0 ? Eh bien, adieu pour lui, les fourches, les bêches, les trayons. Manon Toiti de Huit-Mont-Blanc l'a rencontré, cet éleveur qui a automatisé une partie de son exploitation et qui n'y trouve que des avantages. Regardez ce sujet. Ramasser le lisier, rapprocher le foin frais et traire les vaches, ce sont des tâches répétitives et énergivores pour un agriculteur. Depuis 2005, François Chameau a un robot pour la traite. À l'époque, c'était une révolution, mais aujourd'hui, la quasi-totalité des éleveurs en utilisent. Et depuis 2 ans, François s'est équipé d'autres machines qui lui permettent de mieux gérer son temps. Ça permet non seulement de gagner en souplesse de travail, mais aussi en efficacité, parce que
En fait, c'est des tâches, repousser la bouffe ou racler du lisier, c'est pas les tâches les plus intéressantes du boulot. Et les robots, eux, non seulement de traire tout le temps et de nous enlever l'astreinte, surtout l'astreinte horaire de la traite, ils nous facilitent aussi la détection d'éventuelles maladies et c'est un outil d'aide à la décision. C'est grâce à un collier à capteur que la machine est capable de suivre le rythme de vie des vaches. Une méthode efficace pour détecter rapidement les problèmes de santé des animaux. Le lait est analysé pendant la traite de la machine qui voit rapidement s'il y a un problème. C'est un gain de temps énorme qui permet de cibler des actions à mener avec une vache en particulier. On relève un gros paquet de données dessus. Donc derrière, à nous, notre boulot d'éleveur maintenant, c'est d'exploiter les données. Et en fait, ça nous donne des symptômes. Et à nous de mettre le nom sur la maladie derrière et de la soigner. Mais c'est vrai qu'on est vachement plus précoce sur la détection des maladies, qu'elles soient du coup métaboliques ou par exemple un problème de mamelle ou de fièvre, voilà. Et du coup, on intervient plus rapidement et du coup avec des médecines plus douces. Avec 108 vaches sur l'exploitation, impossible de surveiller qui a déjà mangé et pouvoir nourrir celles qui ne se sont pas fait une place pour le repas. Une installation lui permet de donner du foin en 2 fois et à plusieurs reprises dans la journée et la nuit pour qu'elles aient toute l'occasion de manger en quantité. Comme dans un troupeau, il y a les dominantes et les dominées. Les plus qui ont le tempérament un peu plus agressif, elles vont venir manger d'abord. Et les petites derrière, quand le petit robot va repasser, les grosses sont remangées, elles seront parties faire autre chose. Et les petites ont à leur disposition du coup du fourrage frais. Ça permet que tout le monde mange frais et quand elles mangent un fourrage frais et de qualité, ça fait du lait de qualité. Du lait de qualité et de meilleur rendement. François Chameau a vu ses marges augmenter d'environ 5% grâce à l'aide de ses robots. Aujourd'hui, 3 autres éleveurs du secteur sont équipés des mêmes machines. Preuve que l'agriculture 2.0 s'est démocratisée. Voilà, il y a une vingtaine d'années, le trail faisait son apparition en France. Le trail, ce sont des courses hors des sentiers balisés. Et il faut dire que cela a de plus en plus la cote en France. On dénombre aujourd'hui plus de 900 000 adeptes. Ainsi, c'est tout naturellement que la Sarthe a décidé de se doter de pistes qui, vous allez le voir, ont été validées par une championne en la matière. Reportage d'Anthony Piton à Châles pour LMTV Sarthe sur place. Faire du trail toute l'année sur des sentiers entretenus et balisés, c'est désormais possible en Sarthe. Les 2 premiers itinéraires permanents ont ouvert, une boucle de 20 km et une boucle de 40 km au départ de Châles. 2 itinéraires qui sont déjà au quotidien les terrains d'entraînement de Nathalie Mauclair. Il y avait tous les ingrédients qu'un trailer peut attendre d'un parcours de trail, des pistes essentiellement que de la piste à 90-95%, donc pas de bitume, du chemin, des racines, des cailloux, du pré, du sable, qu'en fait un terrain très varié, des paysages un peu différents. Plus largement, différents secteurs en Sarthe vont devenir des points de départ de chemins de trail. Les tracés sont en cours d'élaboration. Ils seront regroupés sous le label Station de Trail et classés par couleur comme des pistes de ski. Il y a Saint-Léonard-des-Bois, il y a la Ferté-Bernard, il y aura Sille-Guillaume, il y aura la Flèche. Pour l'instant, on est à 6 villes. 6 villes qu'on sera obligé de faire, moi et mon chef et toute l'équipe technique, de manière à refaire le balisage et puis aller aussi là-bas retrouver des parcours et puis voir un peu ce qui va pas. Au-delà de l'aspect sportif, la mise en place de ces chemins de trail poursuit aussi un objectif d'attractivité et de développement touristique. Pour centraliser toutes les informations relatives aux chemins de course à pied en Sarthe, une base de trail a ouvert à Champagné. Elle est gérée par l'association Animation Tourisme. Voilà, puisque vous regardez ce journal autour, ou peut-être pendant un repas, eh bien Emmanuel Macron a brandi lorsqu'il était de passage dans la Loire le 25 octobre dernier, un fromage qui s'appelle la fourme de Montbrison. On a également pu voir ce fromage dans les émissions Top Chef récemment, une publicité dont se réjouit le président du syndicat de la fourme de Montbrison, Hubert Dubien, au micro de Céline Ercilia de TL7, la télévision de la Loire. On a pu le constater les autres années. Beaucoup de gens se connectent à notre site, beaucoup de gens reviennent voir des recettes et du coup c'est intéressant pour nous, ça nous fait connaître par des consommateurs qui ne nous connaissaient pas auparavant, donc oui c'est intéressant. Alors, effectivement, le président de la République a porté la fourme de Montbrison en trophée cette semaine à Montbrison et c'est tant mieux pour nous, c'était pas prévu comme ça mais ça s'est passé comme ça, c'était très bien.
Voilà, et puis pour les amateurs de fromage en général d'ailleurs, sachez que du 27 février au 2 mars se tiendra à Paris le Salon du fromage. Et puis on continue avec les bons produits de nos régions. Après la Faume de Montbrison, une toute nouvelle bière, à consommer bien évidemment avec modération, vient de faire son apparition dans le Vexin à Téméricourt. Ce sont Jérôme Errand et Elisa Zanetta de Via 95 qui nous le font découvrir. Écoutons. C'est elle, la nouvelle création de la ferme brasserie du Vexin. IPA pour India Pale Ale, une bière créée au XVIIIe siècle par les Anglais pour qu'elle résiste au voyage jusqu'aux colonies indiennes. Plus houblonnée et donc plus amère. Pas vraiment du goût de Denis Sergeret au départ. Habitué à produire des bières douces, il s'est finalement laissé convaincre par la version de son fils Aurélien, teintée d'un léger goût de pamplemousse. On ne mettait pas trop en avant les goûts de houblon, si vous voulez, comme on est céréalier au départ. On transforme l'orge de notre exploitation donc en bière. Et donc le houblon, c'était pas la priorité. Il y a une demande dans la clientèle qui s'est faite naturellement, puisque les gens nous demandaient pourquoi vous ne faites pas d'IPA, et notre fils a décidé d'en faire une. Voilà, et c'est la nouvelle génération et il faut que ça perdure. Basée à Téméricourt, la famille Sargeret et ses 2 employés produisent environ 3000 hectolitres par an, avec désormais 10 sortes de bières, dont 2 saisonnières, au printemps et à Noël, sans compter sa propre limonade et son cola. L'histoire de cette brasserie familiale commence il y a 20 ans. Notre fils voulait revenir sur l'exploitation agricole. Les revenus agricoles ont chuté énormément. Il y a des années où sur l'exploitation on est plus en négatif, donc il fallait faire autre chose avec et puis transformer un produit de l'exploitation et puis être différent de tout ce qui se faisait déjà auparavant. Donc il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries. Aujourd'hui ça fleurit dans tous les coins, mais il y a 20 ans on était dans les pionniers pratiquement. Un pari gagnant pour les producteurs qui ont su s'imposer sur le marché de la bière artisanale. Près de 200 visiteurs viennent se ravitailler chaque week-end et la brasserie fournit même de temps à autre l'Élysée. Un succès couronné par une 50aine de décorations. Depuis le temps qu'on a fait des concours et qu'on gagne des prix, ça conforte dans la qualité de nos bières. C'est une satisfaction. Et puis moi je suis né pour faire de la compétition, donc j'adore ça. Mais voilà, une bière comme la Véliocas, c'est un franc succès, quoi. C'est une bière qui passe de partout. Une fois n'est pas coutume, l'IPA du Vexin s'est vu décerner sa première médaille de bronze cet été. Voilà, on a vu rapidement des images tout à l'heure dans les titres. Ils sont humoristes, ils sont toulousains et ils sont les nouveaux et heureux propriétaires du Rex, une salle de spectacle située en plein cœur de la Ville Rose. Ils s'appellent les Chevaliers du Fiel et après 22 mois de fermeture, 700 000 € de travaux, le célèbre duo a enfin ouvert ce lieu cher à leur cœur, comme il l'a confié à Manon aussi du groupe La Dépêche du Midi. Écoutez. On pourrait l'appeler le nouveau Rex parce qu'on a tout refait, notamment au niveau du look, mais surtout au niveau de la sonorisation et de la lumière. Tous les murs sont soulevés pour éviter les vibrations. Ça a été long, fastidieux et cher. Voilà, tout ça pour rester bons amis avec nos voisins. Comme ça, on peut faire un lieu de musique très branché, très jeune, en plein centre. Le Rex, à l'origine, c'était un cinéma, il y avait 2 salles et nous, on y est allé plus d'une fois. Hein, c'était notre cinéma de quartier. Moi, j'ai vu Orange Mécanique. Ouais, voilà, c'était un ciné-club, quoi, pratiquement. Ouais. Et puis ensuite, quand ça s'est transformé, nous, il faut savoir qu'à l'origine, on est toulousain, qu'on est musicien, on a été étudiant à Toulouse, donc la vie étudiante à Toulouse, c'est quelque chose qui nous parle. Hein, et on aime bien perpétrer un peu cette tradition de sortie, de fête toulousaine. Du hip-hop à l'humour, en passant de la comédie, en revenant par les DJ, tout ça, c'est une forme de culture. Voilà, et puis regardez ces images de la chanteuse Catherine Lara, décorée des insignes de commandeur dans l'Ordre national du mérite, s'il vous plaît, par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, un événement qui a eu lieu à Poissy, ville de naissance de la chanteuse, et qui a été immortalisé par les caméras de nos confrères de TV78. Alors, félicitations à Catherine Lara. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.